Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Le temps que vous nous rejoigniez progressivement, vous prenez votre tasse de café, tasse de thé, je vais pouvoir me présenter rapidement, vous introduire un petit peu le sujet du jour. Alors moi je suis Andrew Verbruge, responsable marketing et communication chez Nixis France et j'aurai le plaisir comme à chaque fois d'animer ce webinaire. Deux, trois mots sur la thématique d'aujourd'hui. On va vous parler d'IA générative dans la relation client. Alors je vous l'accorde, c'est un sujet qui a été traité maintes et maintes fois les années précédentes. Justement, on va pouvoir prendre ce sujet, décortiquer un petit peu tout ça, enlever le discours marketing qui est quand même fort présent, aussi un peu le côté médiatique. Et après, qu'est-ce qui reste justement les réels bénéfices que vous pouvez avoir en intégrant l'IA à votre stratégie de relation client. On va aussi vous parler un petit peu des pièges à éviter, comment prompter efficacement un chatbot, un voicebot. On le verra ça juste après avec une très courte présentation PowerPoint suivie d'une belle démonstration de notre propre solution Dialogue.ai. Ensuite, il y a aussi un moment pour répondre à vos questions et à vos réponses. Alors, n'hésitez pas à nous indiquer en commentaire si vous-même vous utilisez déjà une solution de chatbot ou de voicebot pour automatiser une partie de votre service client, s'il y a des préoccupations, des problématiques actuellement. Au contraire, si dans un cours de réflexion, est-ce que l'IA a vraiment fait pour mon entreprise? N'hésitez pas à nous indiquer vos questions, vos préoccupations pour y répondre en fin de webinaire. Indiquez-nous également si vous souhaitez votre secteur d'activité. On pourra alors adapter notre discours, notre prise de parole à votre cas spécifique. C'est plus intéressant pour vous et plus pertinent pour nous aussi d'adapter le discours à notre audience. Aujourd'hui, je serai accompagné de Luc Jacobs, donc le président de Nixis Group, qui nous partagera sa vision stratégique et son expérience sur le sujet. Hop. Bonjour Luc. Bonjour Andrew, comment allez-vous? Ça va très bien et toi? Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de nous consacrer un peu de temps de votre jeudi midi voilà, pour qu'on vous explique un petit peu où on va avec l'IA chez Nixis. Exactement. N'hésitez pas donc à indiquer toutes vos questions sur LinkedIn directement, on pourra y répondre. Et sachez également que le webinaire sera, comme à chaque fois, enregistré, que vous aurez accès au replay après le webinaire. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon webinaire et puis Luc, à te laisser la main pour la suite. Absolument. Alors, comme Andrew l'a effectivement indiqué dans l'introduction, on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup de marketing. Enfin, on va dire que c'est depuis plus ou moins décembre 2022 que l'IA est devenue quelque chose qui commençait à parler la langue de l'humain. Et donc, du coup, on s'est dit, voilà, c'est la nouvelle révolution. Ici, nous, on va être relativement terre à terre. Ce que j'ai voulu faire ici dans la présentation qu'on va vous donner, c'est vous donner une vue réelle de ce qui se passe réellement avec des choses qui tournent réellement en production, qui seront bientôt en production, et surtout vous expliquer pourquoi l'IA, oui, il y a beaucoup de marketing derrière, mais je pense qu'il vaut mieux commencer aujourd'hui que demain. Donc voilà, on va essayer d'un petit peu voir de ce côté-là. On a regroupé ça dans une présentation qui parle des 7 tendances de l'IA dans la CX. Je vais dire 7 tendances de l'IA en général et que je vais essayer d'illustrer dans le domaine de l'expérience client. Il est clair que pour moi, il y a 2 domaines qui vont être qui sont déjà révolutionnés par l'IA aujourd'hui, et tout le monde le confirmera. Il y a d'un côté l'expérience client, et il y a de l'autre côté le codage logiciel. Aujourd'hui, vous pouvez pratiquement parler à un ordinateur, vous n'avez plus besoin de connaître un langage, de lui demander des choses, il est capable de le faire. Il y a des sites qui sont déjà spécialisés là-dedans. Et donc, on se dit, si on peut parler à un ordinateur, quid si je propose à mes clients de parler à mon ordinateur, un ordinateur que je contrôle, de façon à faciliter leur expérience client? C'est peut-être quelque chose qu'il faudrait envisager. Le premier slide ici du contenu que je vous montre, c'est quand même celui-là dont il faut être, désolé pour le texte en anglais, mais il faut quand même se rendre compte que l'IA, depuis décembre 2022, c'est le service disponible via l'Internet, mais qui a connu des croissances phénoménales au niveau du nombre d'utilisateurs. Donc, voilà, pour l'histoire ici, j'ai monté les types de croissance qu'on a connus sur l'Internet, les types de croissance qu'on a connus sur la partie social media, du cloud et du SaaS. Et puis, on voit vraiment une espèce de rupture, hein, c'est ce que certains appellent la courbe de hockey au niveau de l'IA. Alors, vous, depuis votre entreprise, vous dites pourtant, mais où est-il cette IA? Parce qu'en fait, oui, on voit une explosion de la part des utilisateurs, mais manifestement, les entreprises n'ont pas forcément fait le pas. Il y a plusieurs raisons à ça. C'est sans doute ce qui tient, entre autres, dans les sept directions que je vais vous donner ici. Et regardez un peu autour de vous. Vous verrez quand même que l'IA est présente partout, mais pas forcément là où on l'attend au niveau des entreprises. Le premier point, c'est ce qu'on appelle le Shadow IT. Donc, on l'a transformé ici en Shadow IA. En fait, l'IA est déjà là.
vous n'êtes pas forcément conscient, mais il faut savoir que les statistiques le montrent. 90% des utilisateurs B2B, donc qui travaillent dans des business dans l'IA, l'utilisent au jour le jour, mais alors que 40% seulement des entreprises disposent d'un abonnement officiel, que ce soit une IA européenne comme Mistral ou que ce soit une IA américaine comme d'autres, ChatGPT, OpenAI, etc. Et donc, ça veut dire qu'en fait, l'IA est en train de rentrer par le bas, il est en train de rentrer par des gens qui rédigent des emails, des gens qui rédigent des notes de produits, des gens qui rédigent éventuellement des contrats. Donc, imaginez que vous êtes dans une entreprise, vous avez en fait, sur 10 employés, il y en a 9 qui ont déjà utilisé de l'IA pour, par exemple, rédiger ou vérifier des clauses contractuelles, c'est-à-dire que vos données de votre entreprise sont déjà sorties de votre entreprise, ont été traitées par une IA, reviennent éventuellement corriger, amender, ajuster, etc. dans votre entreprise, mais quelque part, déjà la barrière a été rompue. Et donc, ça veut dire que l'IA est déjà en utilisation, mais vous n'êtes pas forcément au courant. En tant que DSI de l'entreprise, il faudrait quand même se poser quelques questions au niveau de la sécurité. Donc, si vous n'essayez pas de prendre les choses, de prendre les devants tout simplement, l'IA sera là. Je donne 2 exemples ici qui sont Lovable et Cursor. Cursor qui est un outil utilisé par les développeurs pour pouvoir développer plus rapidement. Lovable qui est un outil, on va dire, de développement aussi qui est basé sur une logique, je vais dire, humaine, sans forcément connaître du code. Donc, on peut commencer à faire tourner des choses. Je vous apprends peut-être, mais aujourd'hui, il y a déjà des entreprises qui génèrent plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires et constituées de 1, 2, 3 ou 4 personnes. C'est-à-dire qu'ils ont remplacé en fait le recrutement par de l'IA, que ce soit au niveau RH, comptabilité, logistique, commercial, marketing, etc. C'est déjà là. Et ces gens-là seront sans doute demain vos concurrents. Je ne sais pas dans quel métier, évidemment, vous vous trouvez, mais que ce soit la finance, les télécoms, le retail, la distribution, le service, c'est là. Dans la banque, regardez ce que fait un Revolut, regardez ce que font les autres, etc. Donc, c'est en train d'arriver. Si vous n'êtes, comme on disait, il y a 3 types de personnes. Il y a les gens qui sont, on va dire, qui sont dans le train, qui sont en train de bouger. Il y a des gens qui sont sur le quai, et puis il y a des gens qui se demandent où est passé le train. Donc, voilà. Décider un petit peu de quel modèle vous voulez faire partie. Alors, ici, c'est assez intéressant. L'IA étant présente et permettant en fait une démultiplication de l'intelligence de type humaine, on va de plus en plus assister à un modèle, la mort du modèle à la ressource est de plus en plus un modèle basé à la transaction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous êtes un prestataire de service, je ne sais pas si on a des gens de chez Téléperformance, Concentrix, etc., qui se sont inscrits, mais il est évident que le fait aujourd'hui de dire je vous mets une personne à disposition, je vous facture 10 sièges, je vous facture 15 utilisateurs, tout ça, c'est un modèle qui va mourir. Aujourd'hui, on va passer au modèle de la transaction, c'est-à-dire vous avez fourni un service, vous êtes payé, vous n'avez pas fourni de service, vous n'êtes pas payé. C'est très simple. Donc ça, il faut essayer de repenser votre business. Si vous pouvez aujourd'hui, et votre expérience client en disant le client interagit avec moi, je vais avoir des frais, mais je vais aussi générer des revenus derrière. Qu'est-ce que je paye au niveau de mes prestataires ou de mon centre d'appel en interne ou en externe? Combien ça me coûte? Là, encore une fois, si vous passez au modèle à la transaction, ça va vraiment, je pense, shifter effectivement la manière dont vous générez du revenu et surtout de la satisfaction client. Alors, vous allez évidemment, si vous êtes dans une société relativement standard, petite, moyenne ou grande, vous retrouvez tôt ou tard confronté avec des gens qui vont venir en fait à partir de ce qu'on appelle du native AI, c'est-à-dire en fait des gens qui vont déjà offrir dès le départ une expérience client qui soit native AI. Alors, il est évident, il faut se rendre compte que c'est beaucoup plus facile quand on a développé un processus complet de traitement de l'expérience client, en étant peu dans une société et en se disant on va tout miser sur l'IA ou 80-90% sur l'IA, que quand on fait l'inverse, c'est-à-dire qu'on vient d'une manière de fonctionner qui soit quand même très très basée sur l'humain, des process relativement standardisés, un petit peu old-fashion, où il y a des contrôles un peu à tous les coins de vue, etc. Et quand là vous dites il faut que je commence à y faire distiller de l'IA, ça devient très difficile. Mais demain, croyez-moi, il n'y a aucun métier sur lequel vous n'allez pas vous retrouver en concurrence avec quelqu'un qui va être un IA natif. Alors, il y a des métiers, quand vous êtes une grosse société, que bénéficiez d'une certaine inertie du marché, d'une certaine protection de votre domaine. Je vais pas ici, je ne sais pas si on a des banques ou des assurances qui participent ou des mutuelles, mais voilà, il y a, on va dire, une certaine inertie du marché. Mais tôt ou tard, demain, ces gens viendront vous concurrencer. Donc, plus tôt vous faites le pas, dans l'expérience client, mais peut-être aussi dans d'autres domaines, plus facile ce sera pour vous d'éventuellement rentrer en concurrence avec ce genre de personnes. Quatrième point qui en découle de nouveau, vos clients, aujourd'hui,
les plus exigeants, ils veulent des résultats, pas du blabla. C'est-à-dire que on a tous connu ça, le ping-pong entre plusieurs agents pour trouver, vous êtes client, pas client, c'est quoi vos contrats, c'est quoi votre problème, etc. Aujourd'hui, l'avantage de l'IA, c'est qu'elle peut regarder à l'ensemble de vos interactions que vous avez avec vos clients, l'expérience que vous leur offrez en général. Et ça, c'est pas uniquement quelque chose qui va être basé sur du déclaratif ou des choses qu'on a mis dans un CRM. Je vous rappelle quand même que dans votre CRM, sur l'ensemble de l'expérience client que vous offrez, s'y trouve entre 10 et 15% de l'information. D'accord? Donc, les gens qui ont soit de manière automatique ou de manière manuelle encodé des choses dans votre CRM, vous ne voyez en fait que votre expérience client pour le petit trou de la serrure. Donc, comment vous allez faire pour avoir une vision globale? L'IA est là pour vous aider. Et donc, c'est à partir de cette vision globale-là que vous pouvez faire deux choses. Un, aider votre client de manière plus efficace et plus automatique. Deux, si éventuellement vous avez besoin d'un profil relativement évolué de gens, de collaborateurs pour aider un client qui a un problème, lui fournir à elle ou à elle suffisamment d'informations pour que cette interaction soit productive. C'est-à-dire, il n'y a rien de pire que d'avoir un bot ou quel qu'il soit, et on va le faire tout à l'heure, qui discute avec vos clients, et derrière avoir des humains qui continuent à discuter avec vos clients, mais qui ne sont pas au courant de ce que le bot a dit, et vice-versa. D'accord? Donc, c'est un peu ce qu'on appelle du contextuel pour donner du résultat rapidement et obtenir, en fait, ce qu'on appelle une résolution au premier appel à 100%. Il faut que les gens qui doivent interagir avec vos clients soient complètement informés. C'est un deuxième effet qui se coule assez sympathique, c'est que ça va baisser fortement leur niveau de stress. Imaginez que demain, vos agents, ceux qui seront encore dans l'expérience client, doivent traiter des interactions complexes et finalement, toutes les interactions simples sont traitées par une machine. Les interactions complexes arrivent chez vos agents humains, mais ces agents humains ne sont pas suffisamment informés. Ils ne savent pas ce qui a été dit, ils ne savent pas le produit qui a été acheté, ils ne savent pas comment il a été utilisé, ils ne savent pas le genre de plainte, ils ne savent pas ce que les gens ont dit sur les réseaux sociaux. C'est clair que vous allez automatiquement, c'est un problème complexe pour lequel les gens n'ont pas toutes les informations, leur niveau de stress va exploser. Donc assez rapidement, votre taux de rotation de ces humains un peu plus intelligents qui vont traiter les interactions complexes, il va tout simplement exploser, il va augmenter, ils vont aller chez quelqu'un qui est capable de les informer correctement. Donc, si vous n'êtes pas capable de donner à l'humain qui va devoir traiter des cas complexes de l'information complète, c'est clair que vous allez avoir des problèmes. Alors, cinquième point qui découle aussi de ça, il y a à peu près aujourd'hui dans les entreprises, je ne me souviens plus, mais comptons 80 à 90% de la donnée qui est produite. Et je vous rappelle quand même que dans l'interface avec vos clients, c'est là que vous produisez sans doute le plus de données. Donc, il y a les données marketing, il y a les données de vente, il y a les données d'utilisation du produit, et les données de support, voire même des données basées sur le départ du client, quand on prend le cycle complet. Toutes ces données-là qui existent, qui sont quelque part sans doute sauvées par votre DSI dans un data lake, un data ocean, nommez-le comme vous voulez, dans nos plateformes aussi d'ailleurs, hein, ça c'est intéressant. Toutes ces données-là, elles peuvent être là, elles sont stockées. Si vous ne les utilisez pas, si vous ne basez pas un certain nombre de processus internes sur ces données, ben en fait, sans intelligence, elles se dégradent, elles perdent de la valeur. Alors qu'aujourd'hui, s'il y a bien une chose que l'IA a, c'est une capacité infinie, enfin quasi infinie, de traiter cette donnée. Donc, donnez-lui, que ce soit avec nos plateformes, avec votre CRM ou autre que vous utilisez pour traiter ce genre d'interaction, donnez-lui toutes les informations possibles et imaginables. Elle va vous dire sans problème qui est votre meilleur client, qui est votre pire vendeur, quel est le prochain produit que vous allez vendre, où est-ce que vous allez devoir faire éventuellement du contrôle qualité sur certains produits et services, etc. L'IA est là, il suffit de la questionner, il suffit de lui donner ces données. Donc, de lui donner ces données de manière structurée. Attention, vous savez qu'il y a aujourd'hui, si vous dites ceci est aussi important que cela, une fois il répondra ceci, une fois il répondra cela. Donc la structuration de vos données, c'est super important. On peut faire ça chez nous. Il y a d'autres personnes aussi sur le marché qui peuvent le faire très bien. Mais donc là, c'est utilisez-les. Utilisez-les. Parce que si vous utilisez une IA sans la nourrir avec des données qui sont spécifiques à votre business, ben c'est clair qu'elle va répondre en fait quelque chose de tout à fait générique qui va énerver les gens et vous allez tout simplement les perdre. Si on vient derrière un petit peu aussi sur les coûts, parce qu'évidemment, vous retrouvez en concurrence avec des gens qui sont IA natifs, être face à des données que vous n'utilisez pas, avoir des agents dont le taux de rotation va exploser parce qu'ils sont mal informés, etc., ça va quelque part augmenter vos coûts. Et je pense que on va dire que ce qui va se passer, c'est que les gens qui vont être IA natifs vont d'office démarrer des business concurrents aux vôtres avec en fait des marges qui sont supérieures, tout simplement. Alors, on va dire qu'aujourd'hui, je vais être
assez claires. Prenons par exemple le cas d'un VoiceBot Nixis, qui coûte à peu près, on va dire, 20 cents la minute. Donc, si vous faites 3,60, vous dites, tiens, quand même, c'est pas gratuit. Donc, c'est quelque chose qui vous coûte 12 euros de l'heure. Pour 12 euros de l'heure, je peux avoir un agent en France, parce que c'est difficile, peut-être au Maroc, peut-être au Bénin, peut-être à Madagascar, etc. Donc, est-ce que là, je dois aller plus vers du bot ou vers de l'humain? La question se pose en fait pas comme ça. La question se pose sur le fait que à partir du moment où vous utilisez une IA, vous avez un phénomène multiplicateur assez important. Par exemple, déjà au niveau de la bande passante, une IA, vous en utilisez une ou 1000, donc vous l'utilisez 24/7 ou 8 heures par jour, franchement, les coûts sont similaires. Alors, les plages d'utilisation sont différentes, mais ça veut dire que vous offrez déjà un autre type de service. Si derrière, après, vous pouvez vous permettre, grâce à ça, un agent qui vous coûte en France 35 euros de l'heure parce que vous avez utilisé avant une IA qui vous en coûte 12, je pense que là, vous voyez déjà un petit peu où peuvent se situer les marges. Si on va même un peu plus loin, ce qui est en train de se passer et que nous, on constate, c'est qu'en fait, les IA à coût constant deviennent de plus en plus performantes. Et le VoiceBot que je vais vous montrer dans quelques instants, il y a 6 mois, il ne réagissait pas comme ça. Donc, nous, nos modèles ont évolué et très clairement, on va vers des coûts qui sont baissants de manière exponentielle. Et donc, derrière, après, à coût constant, la qualité évolue, la qualité de l'interaction évolue, la qualité du conversationnel évolue, la qualité des données qui sont fournies évolue. De ce côté-là, c'est clair que c'est là où vous allez vous retrouver en fait au niveau des marges. Et je rappelle quand même que le principe, c'est pas de faire de l'argent aujourd'hui, c'est de faire de l'argent à l'avenir. C'est-à-dire que vous voulez tout simplement que vos clients restent. Donc voilà, aujourd'hui, tout le monde sait que attirer un client, ça coûte de l'argent. Le fait qu'il part dans les 3 mois, dans les 6 mois, dans les 9 mois, ça continue à vous coûter de l'argent parce que vous n'avez pas amorti vos coûts d'acquisition. Donc, si vous voulez faire en sorte que le client devienne rentable, il faut le garder 1, 2, 3, 4, 5, 10 ans sur vos plateformes, sur vos services, qu'il achète chez vous. Bon, c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le NPS qui l'achète chez vous, qui conseille à son beau-frère d'acheter chez vous, qui conseille à sa belle-mère d'acheter chez vous, qui devient un fan de votre marque. Et là, je pense qu'aujourd'hui, très franchement, il y a moyen de le faire sans IA, mais c'est très difficile. C'est très difficile parce qu'il n'y a pratiquement plus de géographie. Nous, on est présents sur 4 continents différents. On se rend compte que ce soit ici, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique, que ce soit dans les Amériques. Voilà, la même tendance est présente partout et donc on est obligé d'utiliser l'IA dans la surmultiplication. Et puis, il y a ceci aussi, c'est-à-dire que si vous voulez, et tout le monde, je veux dire, à un moment donné, lors de l'engouement de l'IA, est allé engager des data engineers, des gens qui étaient capables de faire des choses en masse avec des machines. Si vous voulez les garder et que vous ne leur proposez pas des challenges suffisamment, je vais dire, relevants pour ce qu'ils ont envie de faire, je ne vais pas donner de nom, mais ce n'est pas forcément des jeunes. C'est-à-dire que moi, j'ai eu, au bout du fil, il n'y a pas plus tard qu'il y a quelques jours, des gens qui ont entre 55 et 60 ans. Donc, si on a un public français, donc ils sont bientôt retraités. On dit pensionnés en Belgique, retraités en France. Mais ils avaient encore envie de rêver, en fait. Ils avaient encore envie de rêver. Donc, c'est-à-dire, si vous avez des talents en bord qui disent « Je suis conscient que mon métier va se réinventer grâce à l'IA, que je pourrais faire des choses plus efficaces, avoir des agents moins stressés, mieux informés, fournir une meilleure expérience client », c'est aujourd'hui qu'il faut le faire parce que sinon, demain, vous n'arriverez pas à garder les gens que vous avez à bord et surtout, pire, vous n'arriverez pas à attirer les nouvelles générations qui, eux, sont des IA natifs. C'est-à-dire que j'imagine que si on a des décideurs à bord, vous avez tous entre 35 et 50 ans, très bien. Aujourd'hui, il y a des types qui sortent des universités qui sont des IA natifs, c'est-à-dire qu'ils ont commencé leurs études alors que ChatGPT, OpenAI sortait leur premier modèle en 2022. On est bientôt en 2026. 4 ans plus tard, ils sont ingénieurs. Ils ont toujours vécu avec l'IA. Ils savent que l'IA s'est intégrée à leur système. Moi, mes enfants qui ont moins que ça, je sais que demain, ils vont surmultiplier leurs capacités grâce à l'IA. Donc, si vous ne leur offrez pas un fonctionnement qui leur permet d'appliquer tout simplement les connaissances qu'ils ont apprises et la manière de fonctionner qu'ils ont, vous n'allez pas pouvoir les convaincre de venir ou de rester chez vous. Et donc, progressivement, vous allez perdre en fait de la compétitivité par rapport à vos concurrents. C'est assez simple. Voilà un petit peu pour les 7 valeurs. Donc, notre vision, c'est ça en fait, c'est qu'il n'y a pas de concurrence, contrairement à ce que les médias essayent de vous bassiner, etc., entre les humains et l'intelligence artificielle. Pour moi, c'est assez simple. Toutes les tâches, et je dirais que si vous deviez faire un graphe,
on ne l'a pas mis ici, mais en gros, regardez toutes les tâches, toutes les décisions qui doivent être prises dans votre entreprise, que vous soyez un assureur, un opérateur télécom, un distributeur, un organisateur de voyage ou quoi que ce soit. Gardez toutes ces tâches répétitives qui ont besoin un peu d'intelligence, sur lesquelles, franchement, aujourd'hui, vous avez une machine qui peut les faire à 100%. Regardez que j'appelle vraiment, pour moi, de l'opérationnel pur. Gardez toutes ces tâches un peu tactiques qui consistent à avoir quand même un peu d'intelligence, un peu de surveillance de l'IA, qu'on prend une fois de temps en temps, 1 ou 2 fois par semaine, et toutes ces décisions qui doivent être prises, là, ce sera peut-être plutôt de l'humain ou de l'intelligence artificielle assistée par l'humain. Et puis, gardez à l'humain tout ce qu'il sait bien faire, de l'émotion, de l'empathie, de la sympathie, de manière informée. Faites d'office baisser leur niveau de stress en utilisant la technologie au mieux que possible. Et pour moi, c'est clair, on l'a noté ici. Je pense qu'aujourd'hui, encore avoir des humains qui s'occupent de tous les emails d'une société ou de tous les chats d'une société, enfin, on va dire de tous les échanges par messagerie d'une société, c'est complètement dépassé. D'accord ? Aujourd'hui, on va vous montrer des technologies qui sont simples à mettre en œuvre, qui permettent de faire ça de manière efficace et je pense aussi relativement rentable. Et derrière, après, gardez votre potentiel humain pour les choses un peu complexes, un peu problématiques, et surtout là où vous allez faire la différence, là où vous allez créer l'effet wow du côté de vos clients, parce que je pense que c'est comme ça que vous allez les fidéliser, et c'est comme ça que vous allez pouvoir les garder à bord, tout simplement. Voilà, une petite vingtaine de minutes sur un peu notre vision de où les choses évoluent. Donc, clairement, augmentation de l'humain, automatisation des tâches à basse valeur ajoutée ou des tâches hyper répétitives. Comprenez-moi bien, c'est-à-dire que c'est pas moi, c'est Taylor qui l'a inventé. Il s'est dit, bah, c'est bizarre, quand je demande à une personne humaine de faire la même tâche 8 heures par jour, 12 heures par jour, elle est plus productive. Oui, c'est vrai. Est-ce qu'elle est plus motivée? Peut-être pas. Et est-ce que vous pouvez imposer ça aux nouveaux millennials qui sortent des universités? Je pense que ça va être de plus en plus difficile. Donc, essayez d'utiliser la machine pour les choses où, très franchement, elle est aussi bonne, voire meilleure que ce que fait l'humain aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas. Et ici, voilà, ça c'est le dernier slide de la partie présentation. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Andrew. Non, je pense que c'est très clair. Je pense qu'on pourra passer à la partie démonstration. N'hésitez pas à poser vos questions par rapport à ce qui a été présenté par Luc. C'est également des attentes par rapport à ce qu'on va pouvoir vous présenter juste après. Donc, Voilà. vous avez les coordonnées d'Ina Delacroix, qui est notre Ouais. directrice France pour les gens basés en France ou en Belgique ou dans la zone francophone, puisque c'est un webinaire en français. N'hésitez pas à la contacter, à lui écrire. Je pense qu'on a pas mal de choses à dire et à faire de ce cas-ci. Se concentrer surtout sur notre offre produit qu'on appelle Dialogue chez Nexis, c'est-à-dire la partie assistant conversationnel. On ne va pas faire, parce qu'on a déjà eu des webinaires par le passé là-dessus, si je me souviens bien, hein, donc sur la partie analytique, voix, etc. Du côté Nexis Contact Suite, bon, ça, voilà, ça a déjà été montré, vous savez que ça existe, il n'y a pas forcément beaucoup d'intérêt de ce côté-là. Alors, je vais partager mon écran et je crois que je dois choisir, voilà, je dois choisir le tab. Si tu peux me confirmer que vous voyez mon écran. Normalement, c'est bon. Ok, magnifique. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je pense qu'Andrew, on pourra éventuellement les passer en revue par la suite. Donc, je vais juste me loguer ici dans mon interface de dialogue et montrer un petit peu comment ça fonctionne. En fait, on a essayé de simplifier les choses au maximum. C'est-à-dire que vous avez pris un abonnement, Dialogue Starter ici, donc c'est notre abonnement de base dans le système. Ben, déjà, on va essayer de vous montrer un petit peu ce qui se passe ou ce qui s'est passé dans la plateforme, le nombre de chats qu'on a eu aujourd'hui, les temps d'attente. Désolé, ici, c'est notre plateforme de démonstration, mais 2613 minutes de temps d'attente moyen, c'est pas normal, hein, donc très clairement. On voit ce qui a été résolu par le bot, par les agents, par canaux. On voit aussi, alors ça, c'est un des avantages de l'IA, c'est-à-dire qu'on crée sur toutes les interactions clients, par définition, une analyse de sentiments. Donc, on voit les sentiments positifs, négatifs, etc. On voit aussi les tags, donc les balises qui ont été associées à chacun des différents échanges qu'il y a eu sur la plateforme. On voit qui a initié quoi, sur quels médias, l'utilisation des requêtes, puisqu'il faut quand même tenir ça à l'œil. Voilà, les agents qui sont intervenus. On commence par un tableau de bord et on va faire une chose très simple, c'est qu'on va créer notre chatbot. Alors, pour nous avancer un petit peu, moi, j'ai créé ici un chatbot qui est basé en fait sur, alors on a utilisé en standard ici ce qu'on appelle Tuni Assist. Alors en fait, tout simplement, alors ils ne sont pas encore clients, ça reste un prospect à travers un partenaire basé en Tunisie qui s'appelle Tunisair, donc la ligne aérienne officielle de Tunisie. Je pensais à un moment donné prendre Air France, etc., mais je me dis que ça allait être plus sympa
d'avoir un petit peu de soleil dans son écran que ce qu'on vit pour le moment chez nous. Et donc, on vous donne accès à 100% du prompt, en ayant quand même, c'est-à-dire que vous avez 16 000 mots. Alors, le prompt, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant, c'est les instructions. On va dire, voilà, prenez le bot, ou on va dire l'instance ici de bot comme étant un stagiaire très intelligent, hein, un stagiaire qui a 17 ans et qui a 222 QI. Ben, il faut que vous lui disiez voilà à quoi tu veux avoir travaillé aujourd'hui. Alors ici, on n'a pas réinventé la roue. Le prompt que vous avez ici, il a été inventé selon les pratiques qui sont indiquées ici. Spécifier un rôle, fournir un contexte, définir des tâches spécifiques, démontrer le format de sortie, être précis, fournir des alternatives. Donc, vous avez un guide un peu interactif qui vous permet ici de définir votre prompt. Et quand vous suivez le guide, ben, vous pouvez définir, voilà, ici, c'est un chatbot pour Tuliser. On lui donne un nom, on lui donne le nom de l'organisation pour laquelle il va travailler, les langues par défaut, ce qu'il va utiliser, français par défaut, arabe, anglais, voilà, c'est quand même Tuliser et c'est important de le faire. Les canaux qu'il va pouvoir utiliser. Donc ici, nous, on a pris le chat aussi bien web, WhatsApp ou Facebook Messenger, éventuellement la voix, éventuellement l'IVR. On reviendra là-dessus tout à l'heure. On lui donne des rôles d'émission. Je ne vais pas passer en détail, mais en gros, voilà, le ton, la personnalité, le comportement linguistique, les cas d'usage principaux, les réponses types, etc. etc. On a fait quelque chose de simple, ce que j'appelle un bot d'accueil, on va dire ça comme ça, pour votre site internet éventuellement, mais pas que ça, parce qu'on a quand même aussi indiqué par certains mécanismes qu'on appelle du RAG, pour ceux qui en ont entendu parler, des informations supplémentaires par rapport à ces instructions. Et ceux qui connaissent déjà de l'Internet, je rappelle quand même que la plupart des algorithmes qui sont utilisés ou des modèles qui ont été utilisés ont à peu près navigué sur entre 8 et 15% du contenu de l'Internet global, de façon à acquérir leurs connaissances linguistiques, mais aussi au sujet d'une certaine société. Donc, ils connaissaient déjà Tunisair, mais on va quand même lui forcer ici, à côté des instructions, par un certain nombre de fichiers. Alors ici, on n'a pas importé de fichiers, mais ça pourrait être mes conditions générales de vente, ça pourrait être des plannings d'ouverture, ça pourrait être toute une série de choses qui se retrouvent éventuellement pas sur Internet et que je vais pouvoir maintenir en temps réel. Je vais pouvoir ici lui télécharger un certain nombre de données avec une structure, lui télécharger également un certain nombre de liens URL. Donc ici, on n'a pas fait compliqué, on a pris tout simplement le site Internet de Tunisair, voilà, tunisair.com en français. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le système va aller sur tunisair.com en français. Si je lui en donne l'instruction, on va pouvoir même descendre 2 ou 3 niveaux en dessous, de façon à aller chercher de l'information spécifique. Si c'est éventuellement un SharePoint ou quelque chose qui n'est pas disponible sur Internet, c'est possible d'ici éventuellement. Il faut à ce moment-là lui donner éventuellement les mots de passe, etc. pour y accéder. Mais c'est là où je vais pouvoir, en fait, en temps réel, mettre à jour sa connaissance dans le système. On a aussi éventuellement la possibilité de faire un appel de fonction, c'est-à-dire ici, bon, dans ce cadre de ce bot-ci, c'est un transfert humain demandé par l'utilisateur, et donc ici, éventuellement, lui permettre de rentrer des paramètres avec de la détection. Donc, comment est-ce que je veux savoir si un humain doit être ajouté à la fonction ou pas dans le système. Donc, un certain nombre, on va dire, d'actions qui peuvent être prises. Et puis, on va tout simplement pouvoir éventuellement jouer avec lui. Donc, je vais éventuellement lui proposer ici de démarrer une discussion. Il démarre en anglais. Je vais lui dire non en français. Je peux même faire une petite faute. Tiens, je vais utiliser le ZP. Voilà. Alors, malheureusement, je ne comprends pas l'arabe, mais je pourrais aussi lui demander en arabe, etc. Il vous dit chaque fois qu'il vous donne une réponse, où est-ce qu'il a trouvé la référence? Alors ici, c'est simple, c'est évidemment dans la manière, comment puis-je assister, qui êtes-vous? On va déjà lui poser la question de base. Hein. Ici, c'est juste pour tester le modèle, un petit peu, vous voyez qu'on peut, j'ai mis VOU, mais j'aurais pu mettre VU sans aucun problème. Il dit qu'il est Uniassist, etc. Il gère aussi le programme Fidelis. Ah, c'est quoi Fidelis? Fidelis, on va le mettre aussi avec une faute d'orthographe. Fidelis, point d'interrogation. Donc voilà, ici, vous avez la possibilité en fait de jouer. Alors ça, c'est quand même important. Imaginez que on va dire, oui, on va dire oui, voilà. Imaginez donc que c'est un stagiaire qui vient d'arriver, il est très intelligent, il a juste reçu son prompt, quelques instructions. Vous lui avez dit, tu as aussi en plus d'informations au niveau du site internet, mais c'est clair qu'il faut quand même tester ses connaissances. D'accord. Je peux échanger des miles contre des billets. On verra bien.
Quand je dis des miles, parce que dans les compagnies aériennes, généralement, voilà, dans les cartes de fidélité, Fidelis, voilà, vous pouvez échanger. Alors, il a la possibilité éventuellement de rajouter, vous voyez ici, fidelis.tunisair.com. Dans aucun des endroits du prompt, des instructions que je lui ai données, se trouve ce lien, mais il était capable de le retrouver sur le site internet de Tunisair en disant, voilà un lien sur lequel tu peux venir chercher de l'information. Si d'ailleurs, ça me fait penser, Andrew, c'est peut-être intéressant qu'on puisse dire ici qu'il y a 6 bots thématiques qu'on a mis sur notre site internet pour que vous puissiez les tester. Tu peux peut-être en parler un peu déjà? Oui, pourquoi pas. Effectivement, si vous testez des chatbots par rapport à des secteurs spécifiques, on a le e-commerce, on a également la restauration, on a les banques, j'ai dit e-commerce, effectivement, le tourisme, l'éducation. Vous pouvez vous rendre directement sur notre site dialogue.ai, parce qu'on a un site maintenant dédié à dialogue.ai, et vous retrouvez donc tous les chatbots sectoriels en fin de page. Également, je l'ai indiqué dans le LinkedIn, n'hésitez pas également à vous créer un compte, on pourra en parler à la fin du webinaire, je pense. Vous pouvez également vous créer un propre compte pour vous tester les fonctionnalités de dialogue.ai pendant 30 jours. C'est quand même important de le mentionner ici, je pense. Gratuitement. C'est ça. Sans devoir mettre une carte de crédit, comme certains de nos collègues. Donc voilà, c'est juste, ici, c'est pour voir un peu qu'est-ce qu'on peut faire avec le système. Bon, on va dire que, alors on peut échanger, évidemment, idéalement, dans le test, il faut que vous ayez des scénarios un peu définis, que vous pouvez programmer dans le système qui vont tester. Une fois que vous dites, voilà, ça c'est quelque chose que je pourrais tester en interne ou en externe, vous avez la possibilité de l'intégrer. Alors ici, ben voilà, je vois qu'il est déjà branché sur un compte Messenger. Donc, si vous allez maintenant sur une page qui s'appelle Jolor Testing Page NCS, qui est une de nos pages de test sur Facebook, vous pouvez commencer en fait, à chatter avec TuniAssist, donc le web chat bot de nos amis de Tunis. Mais je pourrais, pour le même prix, voilà, m'intégrer à Instagram, m'intégrer à Business WhatsApp, ou éventuellement, ici, on a même mis carrément Zalo. Alors, Zalo, c'est, pour ceux qui se posent la question, c'est un réseau social asiatique auquel on s'est connecté parce qu'on avait un client qui nous demandait de pouvoir se connecter. Donc, on peut en gros se connecter un petit peu à tout. On a aussi, pour les plus techniciens d'entre vous, des API qui sont disponibles pour se connecter à des applications mobiles, à des choses un petit peu propriétaires, sans problème. Et vous avez quand même, puisqu'on parle ici aussi d'un chatbot, mais aussi d'un web chatbot, la possibilité de le publier. Et donc, vous avez ici toute une série de paramètres sur l'apparence, la couleur, le fond qui est utilisé, les conditions d'utilisation. Vous voyez ici, par exemple, qu'il y a une bannière qui a été insérée dans le système, la visibilité du bot, afficher le nom de l'agent, ouverture automatique du chatbot, autoriser ou non les aperçus d'URL. Donc, c'est toute une série de choses que vous pouvez faire dans le système qui fonctionne assez bien. Dans le contenu, à ce moment-là, vous pouvez dire, voilà, lui donner un nom spécifique, lui donner une phrase de départ, en fonction, là, on l'a en anglais, en français ou en arabe. Oui, donc je peux évidemment choisir. Alors, le système va tout simplement aller détecter la langue de votre site Internet. Basé sur la langue du site Internet, il va adapter évidemment la langue du chatbot en fonction de ce que vous spécifiez. Je vais mettre ici en français. Donc voilà, tous les messages, les conditions générales, les messages engageants. Par défaut, il prend les conditions générales de dialogue qui sont les nôtres. La bannière qui est téléchargée ici. Vous pouvez aussi définir qu'une bannière n'est présente que sur des dates définies, démarrage et arrêt. Des alertes éventuellement spécifiques que vous pouvez demander, un formulaire sur lequel vous pouvez demander le nom du client, l'email. Donc, c'est-à-dire dire, avant de pouvoir chatter avec nous, pour pouvoir accéder à ces fonctionnalités-là, ça peut être soit sur votre page d'accueil, soit sur une page qui demande un login. Vous pouvez me dire qui vous êtes, quoi. Donc, on peut lui proposer ici un formulaire de bienvenue. On peut aussi éventuellement insérer, vous voyez ici, qui est Tunisair, donc insérer en fait des questions types que vous allez retrouver ici, qui est Tunisair. Si vous voulez voir un petit peu à quoi ça ressemble, à ce moment-là, dans les paramètres avancés, vous avez ici une page, ouvrir la page de démonstration. Alors, je vais partager cette table-là plutôt que la précédente. Et là, vous avez, vous voyez ici, voilà ce qui apparaît sur votre site Internet. On voit ma page ici, Andrew? Oui. Bon, voilà, Jacobs 02 307 0000. Votre adresse mail, l.jacobs@nixis.com pour ceux qui ne savent pas. Vous commencez la discussion. Et puis, vous voulez dire, voilà, je peux cliquer sur qui est Tunisair. Alors, évidemment, ici, c'est un exemple, hein, donc il va me donner des réponses qui sont spécifiques là-dessus, mais vous voyez à quoi ça ressemble. Si vous avez un abonnement qui vous permet d'avoir plusieurs bots, ben, vous allez les retrouver ici, vous pouvez les tester les uns après les autres. D'accord? Donc, voilà un petit peu ce qu'on peut faire très facilement. Ça nous a pris 5 minutes. Attention, ne mettez pas forcément en production un produit que vous avez développé sur notre plateforme en 5 minutes.
faites-le tester en interne, vérifiez ses réponses, vérifiez si la structuration de vos données correspond bien aux réponses que vous attendez. Il y a quand même un certain nombre de choses. Comme je dis toujours, c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, mais tout ce qui n'est pas interdit est permis. Donc, si je vais demander au bot ici, mon vol est arrivé 2 heures en retard, est-ce que vous m'autorisez à obtenir un remboursement à 100%? Peut-être qu'il va me dire oui, peut-être qu'il va me dire non. C'est-à-dire que si on ne lui a pas précisé des conditions spécifiques, lui, il va répondre ce qu'il peut. S'il ne sait pas, si dans le prompt, je lui ai clairement indiqué tout ce qui est remboursement, tu ne réponds pas, tu renvoies vers un humain, il va répondre, désolé, je ne peux pas vous répondre, je renvoie vers un humain. Donc, ça me semble tellement évident que, encore une fois, imaginez un stagiaire de 17 ans qui a 222 QI, donc à vous de le gérer correctement. Je reviens ici. Alors, une fois que vous avez fait ça, ce bot-là, on peut l'utiliser en web chat sur les réseaux sociaux, à travers des API éventuellement. Donc, éventuellement, si vous avez un script téléphonique où des agents internes ont de l'aide à demander, vous pouvez le faire aussi. C'est-à-dire, ils ont la possibilité de venir utiliser en fait une fenêtre dans laquelle ils disent tiens, ce client me demande quelles sont nos heures d'ouverture de notre filiale à, je sais pas, 8 sur Georges. Le système va dire voilà, il va aller voir dans les différentes bases de données que vous lui mettez à disposition. Il va pouvoir vous donner des heures d'ouverture et des choses comme ça. Donc ça, c'est relativement facile d'utilisation, aussi bien en interne qu'en externe. D'accord ? En interne, c'est peut-être même plus facile dans le sens où ça peut s'insérer dans un script. Et à l'avenir, on va aussi avoir la possibilité d'écouter la conversation en temps réel, de soumettre éventuellement les objections, les questions du client à la base de données, au bot, et le bot pourrait éventuellement suggérer des réponses à l'agent de façon à ce qu'il ait, s'il le veut, à lui de voir si la réponse correspond à la question de l'humain ou pas, mais si éventuellement avoir un peu plus de champ de compétences. Je vais passer rapidement sur les autres options. Si vous poussez sur chat, vous allez voir toutes les conversations qu'on a eues par le passé. Donc ici, si je vais dans, par exemple, créer mon chatbot et je vais dans cette fameuse fenêtre et qui se trouve ici, voilà, je vais ici partager mon écran pour cette fenêtre-là. Un petit instant. Il faut que je retrouve un petit peu mes jeunes. Share screen, voilà, ici. Donc cette fenêtre-ci. Si maintenant je termine la discussion, vous voyez qu'à la fin de la discussion, je peux donner ici, voilà, 5 étoiles, ou bien je vais mettre 1 étoile, tiens, ou 2 étoiles. Pas mal, mais peut mieux faire. Un truc comme ça dépendrait évidemment comment il a performé. J'envoie, voilà, je ferme, la conversation est terminée. Je ferme ici, je repartage. Vous voyez mon écran ou pas ? Pour l'instant, non, il faut que tu le mettes sur... Alors, ouais, je vais le repartager. Petit instant. Ça arrive. Voilà. Celui-ci. Donc maintenant, dans les chats, en fait, je vais retrouver la conversation que j'ai eue tout à l'heure de test. Elle est là. Qui est là. Donc, il voit que je suis Jacobs, puisque j'ai déclaré mon nom, mon email, mon numéro de téléphone, il est là. Je suis basé effectivement sur Bruxelles. Sentiment neutre, on n'a pas eu suffisamment d'échanges pour qu'il puisse faire. Il dit, voilà, conversation terminée par le client. Donc, ça, il vous l'indique. Il vous donne la date, heure, minute, seconde. Et vous avez vos différentes, ici, conversations à disposition. Vous avez évidemment des modules de reporting relativement avancés, de reporting à l'écran, d'export en Excel, CSV, PDF, en fonction de vos besoins. Vous avez éventuellement aussi le module des commentaires, s'il y a des commentaires qui ont été laissés. Vous avez, voilà, ici, vous voyez la conversation qu'on a eue, pas mal, mais peut mieux faire. Vous avez la gestion de vos utilisateurs et vous avez éventuellement des paramètres spécifiques d'affectation aux agents, etc., etc. De langue éventuellement pour les tags que vous voulez utiliser dans la plateforme. Relativement simple, facile, peu coûteux. Et quand je vois encore aujourd'hui des sociétés, même d'une certaine importance, qui proposent des bots ou des chats en ligne qui disent « Désolé, nous sommes absents, veuillez revenir demain matin », je trouve ça inacceptable. Enfin, c'est tout simplement inacceptable. C'est-à-dire que vous avez aujourd'hui des technologies qui pour 40 € par mois, enfin si vous payez à l'année, même 30 € par mois, vous permet aujourd'hui de répondre aux questions de vos clients, de les préparer, de programmer éventuellement un certain nombre de choses à faire quand les agents humains se représentent le lendemain matin. Enfin voilà, aujourd'hui, tout est là. Il n'y a plus d'excuses, quoi. C'est assez simple. Voilà un petit peu. Je vais te couper brutalement, Luc. On a une très bonne question d'Aïcha. Bonjour, le stockage des données a un délai. Le stockage des données a un délai, c'est-à-dire ? A-t-il un délai, en fait ?
Non, tout ce qui est échangé en temps réel est stocké en temps réel chez nous. Alors, l'analyse n'a pas forcément lieu en temps réel. Je vais vous donner un exemple. Regardez, je vais prendre le chat ici et vous voyez qu'ici, bon, on a eu quelques échanges, donc c'est pas forcément, je ne sais pas si celui-là il y a un peu plus de temps. Si je veux maintenant, par exemple, obtenir les mots-clés. Donc, je peux maintenant ici générer avec l'IA les mots-clés. Il vous dit quand même que ça vous coûtera une requête. Bon, c'est normal. Les mots-clés, vous voyez qu'ici, maintenant, voilà, regardez, donc il a dit Tunisair, compagnie aérienne, transport aérien. Donc, il a associé un certain nombre de mots-clés et de balises à la conversation qui vous permet après de sortir éventuellement des statistiques spécifiques. Idem pour le résumé du chat. Si je demande ici de résumer, donc ça se passe pas en temps réel. On ne fait pas d'office. En fait, généralement, on fait en temps réel, on va dire, ce que le modèle est capable de gérer directement et qui ne vous coûte pas forcément de l'argent. Et on fait en temps différé tout ce qui demande d'avoir de l'analyse supplémentaire. En gros, pour être tout à fait clair, ça va vous coûter des requêtes à l'IA. Et donc là, on le laisse gérer par l'humain qui décide de le faire ou pas. Ici, par contre, ce que je peux rajouter, ça c'est quand même important, dans les API, alors c'est un peu technique, mais c'est quand même intéressant à montrer, dans les API qu'on vous propose du système qui sont complètement documentés, vous allez voir qu'en fait, on vous permet éventuellement de générer un résumé en temps réel, de venir l'affecter à une fiche de votre CRM, et donc chaque fois qu'un de vos clients a eu un chat, une discussion, une conversation avec le système, on va pouvoir en faire un résumé, en créer des balises, et venir sauver ça dans votre CRM, l'alimenter de manière quasi automatique. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est possible sans aucun problème. On a aussi, et je pense que je peux le montrer ici, je ne l'ai pas montré sur le produit, mais des possibilités de traduction. C'est-à-dire que vous allez avoir quelqu'un qui éventuellement, voilà, ici, multilanguage translation. Donc, vous avez la possibilité d'avoir des conversations dans une langue avec un agent qui répond dans une autre langue. Vous avez la possibilité d'avoir une conversation en arabe, par exemple, mais dont le résumé est fait en français et rajouté à votre CRM en français. Donc, ça, c'est des choses qui aujourd'hui ne sont pas d'office proposées en temps réel, mais existent dans le système et sont relativement importants. Le résumé, la même chose. Vous voyez ici qu'il y a une API qui s'appelle Summarize. Donc ça, c'est une API. Vous lui envoyez ce que vous voulez, en gros, et elle va vous faire le résumé en une ligne, en deux lignes, en trois paragraphes, etc. D'accord? Donc, je vais dire, si vous dites, moi, je veux tout ça, et je suis OK, évidemment, parce qu'il y a un coût derrière de payer, on va dire, pour avoir toutes ces informations, une traduction, du tagging, une action promise. Hein. Vous avez un agent ou un bot qui a promis une action en disant « Passez demain matin en magasin, votre téléphone réparé vous attend ». Tout ça, c'est des choses que l'intelligence artificielle peut analyser, coûte un peu d'argent, donc on vous le met à disposition, mais c'est vous qui décidez de le faire ou non, quoi, pour être tout à fait clair. J'aurais une question, Luc, à te poser, peut-être qu'une question que beaucoup se demandent parmi notre audience. Quelles données Oui. sont nécessaires en fait pour démarrer au minimum? Est-ce qu'il faut vraiment avoir une base de connaissances qui soit la plus structurée possible avec l'envoi de fichiers, de liens, ou est-ce que juste un prompt en fait c'est suffisant pour démarrer? Non, je vais être très clair, un prompt, c'est pas suffisant. Après, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez amuser la galerie et parler un peu n'importe comment sur votre entreprise, ça va faire rigoler beaucoup de gens et demain matin, vous êtes dans France Dimanche. Mais non, clairement, un prompt, pour moi, c'est quelqu'un qui passe la porte de chez vous et c'est les instructions de base. Alors, vous avez aujourd'hui 16 000 mots, ce qui est quand même déjà pas mal, mais en gros, 16 000 mots, ça correspond, on va dire, à une demi-journée de formation. D'accord? Si après, vous voulez quand même que cette personne connaisse un certain nombre de choses spécifiques à votre entreprise et aider les clients, il faut lui mettre du matériel à disposition. Et donc, clairement, il faut un prompt, c'est le minimum pour savoir qui il est et ce qu'il doit faire. C'est mettre à disposition des documents à jour. Et là, attention, on a un certain nombre d'automatismes dans le système. Et je prends l'exemple très simple. Vous avez un document qui dit mes heures d'ouverture, c'est 9 à 17. Et vous avez un autre document qui dit les heures d'ouverture, c'est 8h30, 16h25. Le système, une fois il ira 9 à 17, une fois 16-25, si vous n'avez pas structuré en disant les heures d'ouverture du siège social situé à Paris, telle adresse, etc., c'est ça. L'heure d'ouverture de la filiale située à Tunis ou à Tombouctou, c'est ça. Mais il faut lui dire. Et je dirais que, et ça les gens oublient parfois, parce que vous avez vu que vous pouvez aussi télécharger des fichiers Excel, etc., plus votre document est structuré, plus l'IA va comprendre ce qui s'y trouve comme information. Si vous lui poussez un document qui est une seule phrase, un seul paragraphe du début jusqu'à la fin, pour lui, tout au même niveau.
D'accord? La vérité, les choses fausses, etc. Donc, le fait d'avoir des titres, des sous-titres, des résumés de paragraphes, des paragraphes qui sont structurés, etc., ça a de l'influence sur la manière dont le bot fonctionne. D'accord? C'est pas dû à nous, c'est dû à la technologie qui est derrière, et ça permet. Et je pense que ce qui est important aussi, c'est qu'on s'est rendu compte que est-ce qu'on met en place des mécanismes qui permettent de séparer les choses importantes, etc. On a fait des tests, et le problème, c'est que si vous habituez les utilisateurs humains derrière ce genre de technologie à rentrer un peu tout et n'importe quoi, ils rentrent tout et n'importe quoi. Donc quelque part, le système vous force à structurer vos données, à les maintenir à jour, et quelque part à travailler avec quelqu'un qui est très intelligent, mais encore une fois, tout ce qui n'est pas interdit n'est permis. Donc, à partir du moment où vous avez testé tous les scénarios qui potentiellement peuvent être interdits et que vous avez interdit soit au niveau du prompt, soit au niveau des documents, soit au niveau des URL, normalement, les choses doivent bien se passer. Par exemple, une chose, je ne sais pas ici si je vous l'ai montré, mais dans le prompt, on spécifie ici que par défaut, il travaille en français, mais il doit aussi pouvoir travailler en arabe, en anglais, en néerlandais. Ce qu'il va faire, mais si vous ne lui spécifiez pas, il va travailler dans les 187 langues que connaît ici, c'est un modèle clairement ChatGPT qui est derrière. Donc, à vous de savoir si vous avez envie de quelqu'un qui vous parle en russe. Parce que derrière, après, quand cette personne demande d'être escalée vers un agent, est-ce que vous avez des agents qui parlent russe? Et si vous ne le faites pas, est-ce que vous avez mis en place un système de traduction du russe vers une langue que vous pouvez maîtriser? Donc, ça, c'est quand même aussi des choses qui sont un peu qui sont importantes, quoi. C'est des autres questions. Je pense que tu as déjà répondu à une des deux questions. Quelle est la technologie LLM utilisée? Tu as mentionné ChatGPT notamment. Alors, on a pas mal de collègues dans ce domaine-là qui proposent à l'utilisateur de changer de modèle. C'est-à-dire qu'il vous dit, voilà, le modèle par défaut à 30 € par mois, c'est du ChatGPT 4o ou du ChatGPT 4o mini. Bon, c'est un des modèles proposés par OpenAI. Je dois bien dire que alors, la différence entre les modèles pour les gens qui ne sont pas forcément du professionnel, alors il y a une différence de base j'imagine que vous avez déjà entendu parler du nombre de, on va appeler ça paramètres, ou on va dire du nombre de neurones. Il y a des modèles à 70 milliards, à un certain nombre de paramètres. Maintenant, le sport, c'est des modèles à moins de 10 milliards de paramètres. Pourquoi? Parce que, évidemment, les temps de calcul sont plus courts, ça consomme moins d'énergie, c'est tout aussi efficace. Donc, aujourd'hui, maintenant, le sport, c'est d'arriver à limiter le nombre de paramètres, de milliards de paramètres qu'il y a dans un modèle pour le faire tourner sur des machines de plus en plus petites qui consomment moins. Ça, c'est vrai. Maintenant, attention, des petits modèles n'empêchent pas ou n'entraînent pas forcément des capacités de réflexion. C'est toujours un peu délicat de dire que cette machine est capable de réfléchir, mais aujourd'hui, vous avez tous entendu parler d'Agentic AI. Agentic, c'est quoi? C'est mettre des modèles ensemble pour prendre des décisions l'un vers l'autre. Un qui produit, l'autre qui contrôle, un troisième qui éventuellement met en forme. Et là, l'idée, c'est d'avoir des modèles plus petits, c'est les choses sur lesquelles nous, on travaille, qui donc consomment moins, mais en les combinant entre eux, ont des performances réflectives au moins aussi importantes que des modèles plus gros, voire meilleures. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est que quand vous démarrez, on vous met sur un modèle. Si vous dites, ah, quand même, pour moi, ça ne réfléchit pas assez, par exemple, ça calcule mal, par exemple, ça, voilà. À ce moment-là, on peut évidemment vous passer vers des modèles qui réfléchissent mieux, mettre éventuellement des modèles ensemble, mais pas forcément toujours au même tarif. Donc, c'est toujours un peu la même chose. C'est comme chez les humains, la réflexion demande de l'argent. Donc, plus c'est répétitif, basique, etc., moins ce sera cher. Plus c'est intelligent et demande de la recherche, etc., ce sera forcément plus cher, pas forcément beaucoup plus cher, mais plus cher, etc. Et après, si vous avez des processus qui sont très normalisés, je prends un exemple, vous êtes dans les assurances et les gens posent des questions sur de l'indemnisation, etc. Jusqu'à un certain point, l'IA peut fournir des réponses. Si vous arrivez à mettre ça en place avec des solutions de type agentique, c'est-à-dire en combinant des modèles plus simples pour avoir une certaine réflexion, ça peut fournir pour moi des réponses relativement évoluées pour pas trop d'argent, pour être un petit peu clair là-dessus, mais ça veut dire que c'est un modèle qui ne sera vraiment utilisable que dans un domaine spécifique. Il ne sera pas réflectif dans tous les domaines, il sera dans ce que vous avez associé comme IA de base, de façon à fournir des résultats de base. Mais vous pouvez aussi dire, alors nous, on a quelques clients dans le domaine de la banque et de l'assurance qui nous disent, non, tout ce qui a trait à la finance, tout ce qui a trait à l'indemnisation, je ne veux pas que le modèle tire des conclusions. Je veux que ce soit quelque chose qui soit géré par de l'humain. OK, on lui dit. Et à partir du moment où les gens posent des questions sur de l'indemnisation, des remboursements, des primes, etc., on dit « Ah, désolé, je ne peux pas faire, mais je vous passe à mon collègue humain qui, lui, va pouvoir éventuellement vous aider plus avant. » Voilà, donc ça, c'est des choix après de stratégie et de fonctionnement.
Il nous reste à peine un tout petit 10 minutes, donc on va devoir Oui. passer à la seconde démonstration. Juste une dernière Euh, question de Sandy, qui est une très bonne question également. Par rapport aux langues, justement, la traduction se fait-elle en temps réel? C'est un conseiller par une langue différente du client. En temps quasi réel. Vous savez, en informatique, il n'y a pas de miracle, hein. Moi, ça fait 30 ans que je suis dans l'informatique. Plus vous voulez que ça aille vite, plus ça coûte cher en temps de processus. Mais donc ici, on parle de messagerie et donc la traduction prend 1 seconde et demie, 2 secondes, 3 secondes peut-être maximum. Donc c'est pas pour moi du temps réel. C'est pas je parle et vous comprenez dans votre langue. C'est vraiment plus en temps légèrement différé, mais pour moi suffisamment acceptable pour fournir un service. Et je dirais encore une fois, mes conseils à mes clients qui utilisent ce genre de fonctionnalité, dites-le à vos clients. Dites-le, vous me parlez en russe, c'est très bien, je ne suis pas russe, mais j'utilise une machine qui me permet de vous répondre dans ma langue et vous comprenez en russe. Dites-le. Tout comme pour les voicebots, ne le cachez pas à vos clients. Ouais, donc on va passer effectivement un peu à la démo voicebot et je vais partager cet écran-là. Je pense que tu devrais le voir à ce moment-là ou pas? Je le vois, oui. Ouais. Parfait. Alors, je vais pas rentrer dans la partie admin. Je vais d'abord passer dans la partie ici, et vous allez voir ce que c'est un petit peu le temps réel ou quasi réel chez nous. Donc, parce que le bot, lui, on lui pose une question, ben, on attend quand même. Alors, j'espère que tous mes collègues ne sont pas dessus. Ouais, c'est bon. Le temps réel demande quand même de pouvoir travailler. Je pose une question, j'ai une réponse. Ça y est, on est bon. J'essaie de voir si le son fonctionne bien. Bonjour et C'est bienvenue bon. chez Tunisair. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? Bonjour madame, je voudrais partir en vacances demain, s'il vous plaît. J'ai besoin de soleil. Avec plaisir. Pourriez-vous me préciser votre ville de Alors, je départ? parle de Paris-Orly. J'aimerais aller du côté de Carthage. J'aimerais bien partir la semaine prochaine et puis revenir fin décembre. Très bien. Donc, un vol Paris-Orly vers Tunis, du côté de Carthage, pour la semaine prochaine. Ah Et oui, un je dois partir avec retour ma femme, fin mes de... 2 enfants. J'ai un enfant de 5 ans et un enfant de 16 mois. On va dire que je voudrais partir le 11 novembre et revenir le 5 décembre, s'il vous plaît. Parfait. Donc, un aller Paris-Orly vers Ça coûte Carthage cher? le 11 novembre. Pour un départ le 11 novembre de Paris-Orly vers Tunis et un retour le 5 décembre, nous avons plusieurs vols disponibles. Pour 2 adultes, un enfant de 5 ans et un bébé de 16 mois, je peux vous proposer des tarifs en fonction de la classe de voyage. Oh, moi, je vais Souhaitez-vous? voyager en économique, hein. Je n'ai pas besoin de travailler en business. C'est gentil. Très bien. Donc, des vols en classe économique pour 2 adultes et 2 enfants, au départ de Paris-Orly vers Carthage le 11 novembre, avec un retour le 5 décembre. Je vais regarder les vols disponibles pour vous. Souhaitez-vous que je vous envoie ensuite un récapitulatif par email ou préférez-vous réserver directement par téléphone? Ah, si vous pouvez m'envoyer un lien éventuellement unique via SMS, ça m'arrangerait. Bien sûr, je peux vous envoyer un lien unique par SMS pour finaliser votre réservation. Pour cela, pourriez-vous me donner votre numéro de téléphone afin que je vous envoie le lien directement? Oui, le 32 475 92 99 81. Merci pour le numéro. Je vais vous envoyer un SMS avec le lien de réservation dans quelques instants. Merci. Vous pouvez, avec plaisir. Vous allez recevoir un SMS avec un lien pour finaliser votre réservation. N'hésitez pas à suivre ce lien pour confirmer vos billets. Merci d'avoir choisi C'est Tunisair quoi le et budget? Ça coûte combien l'aller-retour? Voilà, je reçois un lien hein, sur mon téléphone. pour un aller-retour en classe économique entre Paris-Orly et Tunis-Carthage, les tarifs commencent aux alentours de 250 € par personne. Mais cela peut varier selon la disponibilité et la flexibilité des dates. Pour votre famille, il faudra compter environ 1000 à 1200 € au total, selon les options choisies. Vous allez recevoir le lien avec les tarifs précis sur votre téléphone dans quelques instants. Bon, j'arrête
la conversation avec cette gentille dame. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'évidemment, voilà, on a eu un robot transactionnel qui est capable de faire un certain nombre de choses, m'envoyer des SMS, prendre des rendez-vous, etc. Et puis, une fois que, voilà, je vais passer vers le login en espérant que celui-là ne va pas prendre 2 heures à passer. Donc, c'est bien effectivement notre application StreamYard qui suce tellement de ressources de mon PC que le système est au ralenti. Voilà, il est en train de télécharger en fait l'ensemble de la conversation. Donc, toutes les conversations avec les bots sont d'office passées en speech to text. Donc, on obtient le texte, on obtient le sentiment, on obtient le résumé. Et il me dit que je dois changer mon mot de passe, c'est gentil. Dans le système, il est en train de charger. Donc, dans les instructions, en fait, vous voyez ici, c'est le VoiceBot utiliser. Donc, les instructions qu'on lui a données sont tout à fait similaires à ce qu'on avait du côté chatbot. Elles sont un peu adaptées, évidemment, à la partie chat. On a la possibilité d'aller faire un crawl du website, c'est-à-dire aller voir votre site Internet et essayer de descendre 1, 2 ou 3 niveaux dans le système pour faire en sorte de rendre tout ça un peu plus complet et éventuellement vous aider, polish and improve, donc d'améliorer le chatbot. Derrière, après, vous avez les différentes voix que vous pouvez utiliser, sélectionner et éventuellement, vous pouvez ici tester la voix. Si vous regardez ensuite ici, normalement, voilà, ici, vous avez… Alors, elle est en anglais, mais ça fonctionne exactement de la même façon. Je vais partager ce Donc, c'est aussi tab-ci. multilingue, tu veux dire, Luc, c'est ça? C'est aussi multilingue. Si par exemple, tu parles en allemand, il t'aurait répondu en allemand. Oui, en fait, on peut tout à fait le configurer. Donc, le bot lui-même, il supporte toutes les langues qu'on lui dit de supporter. Derrière, après, si vous voulez des résumés en arabe, en français, en anglais, en espagnol, bah, il va vous le faire aussi dans le système. Et donc là, c'est la conversation que je viens d'avoir. Bonjour. Voilà, on va entendre effectivement le bot qui répond. Bienvenue chez Tunisair. Voilà. Comment puis-je vous… Et ici, vous avez, voilà, bienvenue chez Tunisair, je voudrais réserver un vol, etc., etc. Et puis, vous avez ici le résumé qu'il a fait pour la démonstration en anglais, dans le système, les sentiments, voilà. Donc, ici, l'état, c'est clos, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action supplémentaire à prendre. Et toutes les conversations que vous avez eues par le passé avec le bot se trouvent ici. Il inclut l'analyse des sentiments. Désolé pour ce petit glitch. Je pense qu'ils ont essayé de bien faire en essayant de me mettre la dernière version à disposition, mais j'espère que vous avez suffisamment pu comprendre que la conversation était assez naturelle en fait. Hein, donc, il n'y a pas eu vraiment… Alors, je l'ai interrompu, elle a complété, elle a reformulé, elle a fait un certain nombre de choses que normalement un agent devrait faire. Bon, voilà, après, c'est évidemment à vous de voir. Si vous ne voulez pas qu'elle reformule, vous dites, tu n'as pas besoin de reformuler le demande client, tu réponds directement, tu réponds en 3 phrases plutôt que de répondre en 2 paragraphes. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez faire, évidemment, dans ce genre de système. On a une très bonne question. Alors, on a dépassé un petit peu, désolé vraiment sur le temps. On a une question de Mehdi. Je vais essayer de l'afficher à l'écran. L'analyse de la voix est autorisée donc au niveau du RGPD. C'est une question. Et deuxième question, dans la même question, quel niveau de complexité pour les demandes pour le VoiceBot? Est-ce que des demandes simples peuvent être gérées ou est-ce qu'on, comment dire, demandes simples ou peut gérer des demandes un peu plus complexes, pardon. D'abord, est-ce que les avoirs est autorisé pour le RGPD à une seule condition? C'est qu'évidemment, je rappelle quand même que le RGPD précise que si vous gardez dans vos systèmes, on va dire des données qui concernent les citoyens de l'UE, donc pas en B2B mais en B2C, vous devez avoir une justification business pour le faire. D'accord? Donc, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de justification business qui vous permette de garder un identifiant quelconque, un numéro de téléphone, c'est déjà un identifiant, un numéro de téléphone, un nom, un prénom, une adresse, etc., une origine ethnique et tout ce qui va avec, vous devez l'effacer. Et dans nos systèmes, ce qu'on utilise dans ces cas-là, c'est une anonymisation, c'est-à-dire qu'ils sont remplacés par des variables du système. Et normalement, on conseille, voilà, et c'est une fonction que vous pouvez d'ailleurs activer dans le bot ou dans le VoiceBot, d'effacer au bout d'un certain temps. Alors, vous pouvez… Ce que je dirais, la chose suivante, vous avez une fiche client. Cette fiche client, vous la maintenez parce que vous êtes en contact avec ce client. Dans cette fiche client, vous venez sauver des résumés de conversation que vous avez eu avec ce client-là. Pas besoin de garder la conversation originale. Donc, effacez-la au bout de 24 heures, 48 heures, 1 mois, 2 mois, tant que vous n'avez pas de nécessité de la conserver. Tant que vous avez le résumé, que vous savez que le client a appelé pour ça, pas nécessaire de garder l'ensemble de la conversation, sachant qu'il pourrait s'y trouver de l'information qui éventuellement est sensible et pour laquelle vous n'avez aucune raison business de la garder. Donc, pas de raison business, on efface. C'est assez simple de ce côté-là. On anonymise aussi quand ça touche l'IA. Et derrière, après, est-ce qu'on peut lui faire des choses complexes?
vous avez vu qu'on peut quand même lui demander d'envoyer des SMS avec une URL spécifique pour confirmer la réservation de mon billet. Donc, ça commence quand même déjà à être des choses complexes. Mais pour que ça se passe bien derrière, bah oui, il faut quand même mettre en place ce qu'on appelle de l'agentique qui permet de mettre en place des modèles qui vérifient ce qui a été fait, qui contrôlent que le résultat est bien celui qui était attendu. Peut-être même, on aurait pu vous envoyez un SMS à quelqu'un, vous vous rendez compte que l'URL n'est pas utilisée. Donc, finalement, il ne confirme pas ses billets. Qu'est-ce qu'on va prendre comme décision? On va libérer des billets, on va lui envoyer un email, etc. Donc, tout ça, ça fait partie d'une suite un peu plus workflow qu'on propose aussi, mais à ce moment-là, qui va être lié, je dirais, quand c'est complexe, est-ce que c'est lié à votre métier? Si c'est lié à votre métier, est-ce que ça peut être transformé en un workflow logique dans lequel vous dites là, ça rentre pas? Et à ce moment-là, on peut faire des choses complexes en les divisant en tâches simples. C'est aussi simple que ça. Et je pense qu'aujourd'hui, les IA capables de réfléchir, même s'ils existent, même s'ils sont relativement puissantes, le mieux, c'est au plus simple, au mieux. Voilà, parce que c'est ça qui évite des problèmes, des hallucinations et des choses dans le style.